Avec les matériaux qui sont super performants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire, exemple, l'uréthane giclé, c'est performant, je vais mettre un pouce et demi d'uréthane sur l'enveloppe. À l'intérieur, je vais mettre dans le montant métallique ou dans le montant de bois, exemple, une laine de roche. Il faut penser en système. Et penser en système, ça veut dire qu'il faut interconnecter tous les éléments de l'enveloppe. Donc, on va partir du revêtement extérieur. Le revêtement extérieur, il y a sa part au niveau de l'émissivité et au niveau du transfert et de la conduction de chaleur qu'il va apporter dans l'enveloppe ou de froid. Émissivité de chaleur ou de froid vers l'intérieur. Exactement. Donc, le type de matériau extérieur, en fonction de son orientation géographique, bien entendu. Si aujourd'hui, dans les contemporains, on aime beaucoup travailler avec du noir, on prend une tôle noire. On peut même voir que ce revêtement métallique-là, en hiver, va atteindre des températures à moins 20 de plus 3 ou plus 4 degrés aux alentours de midi. Ça donne une idée comment on peut chauffer une cavité. Et éventuellement, avec les phénomènes des pressions, on pourrait créer de la condensation dans le mur. Donc, en hiver aussi. Oui. Donc, l'entièreté du système elle a son rôle et il faut évaluer tous les matériaux. Donc, en partant du revêtement extérieur, s'il y a de la maçonnerie, le type d'ancrage à la maçonnerie, c'est rendu très important. Le type de fixation au niveau de l'ancrage, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, on l'a vu plus dans le commercial, mais des ancrages qui ont corrodé, éventuellement qui ont cédé. Et ancrage veut dire percement au niveau de l'enveloppe. Ouais. Donc, par la suite, il y a le parent. Ensuite, il y a la structure. Les structures sont souvent responsables en grande partie des ponts thermiques, mais on ne s'en soucie pas suffisamment. Ça peut être responsable jusqu'à 15 minimalement de perte énergétique. Donc, aujourd'hui, on a des outils qui mesurent la valeur U, la valeur de déperdition thermique. Et ça, c'est à prendre en considération si on travaille avec le système d'ensemble. Quels outils? Il y a plusieurs logiciels, exemple comme Wofi, je ne sais pas si tu connais. On va utiliser Wofi, puis ça va nous permettre aussi de voir s'il y a de la condensation dans le mur, il y en a toujours. Ça va être donc, au niveau de la conception du bâtiment. Exact. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les matériaux d'aujourd'hui qui sont super étanches, si on trappe de l'humidité ou de l'eau dans le mur, y a-t-il un cycle de séchage? Ce cycle-là est-il suffisant pour assécher 100 les matériaux, par exemple, durant l'été? Ou si la réponse est non, ça veut dire qu'éventuellement, on va développer des problèmes de moisissure. Donc, ça prend un matériau perméable vers l'extérieur ou l'intérieur? Exact. Et là, si on s'en va jusqu'à l'intérieur, il y a toujours des prises électriques, malheureusement, dans un mur extérieur. Et puis, donc, un percement de l'enveloppe encore. Donc, il faut les traiter jusqu'au gypse ou à la finition de bois. Souvent, on a des parements de bois, puis à cause des parements de bois, on n'a pas d'étanchéité à l'air à l'intérieur ou à la vapeur. L'étanchéité à vapeur... À cause du parement extérieur en bois? À l'intérieur. Souvent, les gens vont installer de la planche à l'intérieur. Et ça vient tout percer le pare-vapeur. J'ai vu plein de problèmes associés à ça. OK. Donc, une des problématiques, si on veut comprendre la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'entrepreneurs impliqués dans l'enveloppe. Il y en a beaucoup trop. Puis ceux qui vont être en mesure de comprendre tout l'assemblage, tous les détails, sont très rares. C'est pas nécessairement un gars d'isolation où est-ce qu'on va citer dans un plan ou un devis de gicler de l'uréthane ou de poser une membrane qui va comprendre l'ensemble du système. Parle-moi des condos à problème au niveau de l'enveloppe et quels entrepreneurs font venir pour faire vraiment le système au complet? Les problèmes de condo, premièrement, aujourd'hui, je crois, on a de plus en plus d'architectes qui sont ouverts à faire du développement durable et ont un alignement vers de la conception intégrée. Et je pense que ça, c'est un bel outil. Utiliser des charrettes, apporter divers experts, divers fournisseurs, plusieurs professionnels autour d'une table, ça fait définitivement un meilleur projet. Avec qui, par exemple, faites-vous ça? On fait ça présentement avec Sautramont. Et c'est un excellent exemple. Guy Saint-Jacques est un pionnier en la matière. Guy a réussi à intégrer la plupart des composantes, la plupart des fournisseurs et des experts autour de la table, ce qui fait définitivement un beaucoup meilleur projet en bout de ligne. Et donc, quels sont les problèmes qu'on ne voit pas dans ces bâtiments-là, qu'on voit dans d'autres? Parce que la qualité des condos, c'est pas nécessairement un facteur de son prix, hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que les détails de conception n'ont pas beaucoup évolué en architecture. Il y a beaucoup de copier-coller dans les plans et devis. Et c'est malheureux parce que souvent, on voit des détails de conception qui datent d'il y a 20 ans, 25 ans, qui coûtent 12-13 $ le pied carré au niveau de l'enveloppe.
et qui sont très peu étanches et très peu performants au niveau énergétique, versus des nouveaux détails développés dans les années 2010 qui vont coûter 8 les pieds carrés, qui sont beaucoup plus performants. Ah oui. Alors, exemple de mauvais détail. Ben, un exemple de mauvais détail, un mur en montant de bois ou de métal avec une laine de 6 pouces et une mousse d'uréthane giclée du côté extérieur d'environ 1 pouce. Que ce soit une mousse ou que ce soit un isolant rigide, peu importe, on a 1 pouce. Donc, on a de la misère à garder le montant au chaud. OK, la structure du montant n'est pas au chaud. C'est pas assez épais. Pas assez épais. Il faut aller à au moins 1,5 pouce ou 2 pouces. Alors, minimalement, on devrait isoler 100 de l'extérieur. On ne devrait même pas isoler dans le montant. Ouais. Ce qui fait qu'on a toujours un rapport de condensation qui est assez élevé. Mais personne ne le fait. Bien, pas personne. Il y a de moins en moins de détails comme ça dans le marché, mais il y en a encore. Certaines tours de condos, présentement, sont construites comme ça à Montréal. 100 isolé de l'extérieur? Non. Ceux qui sont isolés avec 1 pouce de rétane à l'extérieur plus 6 pouces de laine, c'est un détail qui coûte cher, qui est peu performant, versus 100%. Ça va condenser à l'intérieur de l'uréthane? Ah, ça condense, non, du côté de l'isolant de fibre sur le panneau intermédiaire. Donc, côté extérieur? Côté intérieur. Intérieur. Oui. Ouais. Donc, la laine, l'hiver, va être plus comme dans le givre. Mais il n'y a pas toujours un panneau intermédiaire à l'intérieur du 2x6? Il y a toujours un panneau intermédiaire entre le 2x6 et l'isolant giclé dehors, qui peut être, dans certains cas, exemple, Dan Glasgow de Georgia. Oui, c'est ça, je dis, il est à l'extérieur du montant. Il est à l'extérieur du montant. Oui. Mais c'est sur la face intérieure du panneau que ça va condenser. C'est ça que je dis. OK. Exact. C'est pas un détail super performant versus aller isoler, mettons, 3,5 pouces du côté extérieur en uréthane. Il y a une majorité de bâtiments qui sont construits comme ça présentement à Montréal. Plus un 2x4? Soit 2x4 ou 2x6, dépendamment des charges en structure. Avec la laine? Sans laine dedans. OK, il y en a qui le font. Ah, beaucoup. Quels promoteurs font ça? Bien, Sotramont en est un très bon exemple. Réseau Sélection, aussi à Laval, qui construit des tours de bâtiments pour personnes âgées. 3,5 pouces d'uréthane. Oui, du côté extérieur. Avec un jeu de membrane pour l'étanchéité à l'extérieur, toutes les connexions, les solets intramuraux. OK. Donc, ça, c'est bien. Si tu te bâtissais une maison aujourd'hui, tu ferais ça. Je le laisse 100 par l'extérieur. En partant des fondations. Juste l'uréthane. Puis. Ben, fais-tu la laine de roche, des fois? Oui, comme j'ai fait l'isolation du centre hospitalier Le Cusume, McGill, on a fait, c'est 100 de laine de roche du côté extérieur, cavité rock de Roxall. Au préalable, on avait mis une membrane qui était soudée sur le panneau intermédiaire extérieur, qui était une membrane de Soprema, une 60 FF, donc qui servait de parail par vapeur. Et puis, l'isolant de feu minéral était fixé mécaniquement par-dessus cette membrane-là. Donc, très bon système. Si quelqu'un se bâtit aujourd'hui, tu recommandes soit uréthane ou laine de roche de l'extérieur seulement, puis laisser la cavité vide? Oui, absolument. Puis ça va aider beaucoup aussi à passer tout ce qui est électrique, mécanique. On a un montant qui est vide, qui est toujours sec, qui est toujours ventilé. C'est beaucoup plus performant. L'uréthane, ça peut rétrécir et craquer si la structure bouge. On me dit qu'en Europe, les maisons passives, ils ont de la difficulté, par exemple, en tout cas autour des ouvertures avec l'uréthane. C'est interdit, il me semble, en Europe. Mais si on parle d'uréthane faible expansion, monocomposant, je pourrais dire peut-être qu'il y a des problématiques aussi, même au niveau de l'adhérence et tout ça. C'est pas le même type de produit, mais les produits qu'on utilise là, professionnellement, les produits à 2 composantes, j'entends souvent parler de rétrécissement, de craquement, mais avons-nous vu des cas? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont matérialisées? On a-tu vu des cas qui ont apparu, qui ont été judiciarisés? Moi, à ma connaissance, j'en ai vu aucun. Aucun. Donc, c'est juste la mousse à faible expansion autour des portes et fenêtres. À ma connaissance, oui. On a trop peur du rétrécissement de l'uréthane. L'uréthane, si elle est appliquée selon les normes, selon les restrictions des manufacturiers. C'est-à-dire quelle épaisseur par couche? C'est maximum 50 mm, donc 2 pouces. Tu peux attendre combien de temps entre les couches? Ben, c'est pas tellement long, quelques minutes. Là, je dirais sur une épaisseur de 2 pouces, peut-être 15 à 20 minutes. OK. Mais il y en a qui trichent de ce côté-là. C'est là la problématique. Si vous trichez et vous appliquez, exemple, 120 mm en une couche, bien là, vous allez avoir un craquement qui va se faire parce que la réaction exothermique, lorsque le refroidissement se fait dans la mousse, bien, la mousse va se contracter puis elle va se déchirer. Parce qu'elle dégage la chaleur quand on l'applique. Exact. C'est le refroidissement qui est problématique. Donc, c'est la mousse rétrécie et elle va craquer. Elle va craquer à l'instant.
Il y a des limites. Ah, OK. Il y a des limites de température. L'application, c'est quoi la fourchette de température pour l'uréthane? Il y en a de moins en moins parce que, exemple, avec Demilec et le hermétique Soya, maintenant, ils ont un matériel qui s'appelle Super Hiver qui va jusqu'à moins 20 degrés Celsius. OK. Fait que moins 20, les travailler à l'extérieur, là, peu importe le type de matériel qu'on va utiliser, ça commence à être difficile. Est-ce qu'il y a des limites de chaleur dans l'entretoit? À ma connaissance, non, parce que l'uréthane s'applique dans des températures là, de plus de entre 100 et 140 degrés. Donc, c'est déjà très chaud. Un entretoit l'été, il peut faire 50 degrés Celsius. OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va même améliorer la réaction exothermique, donc plus de couverture. Ah, OK. Ouais. Parle-moi du Denspack, le cellulose. On a fait ça chez nous avec vous en 98. Aujourd'hui, j'entends dans les maisons passives, entre autres, que le double ossature 2x4 est populaire, mais qu'il y a des maisons isolées à cellulose où c'était vraiment pas à haute densité. Quelle est la densité que vous ciblez, puis est-ce que vous la mesurez sur chaque chantier? De mon côté, j'en ai fait moins dans les dernières années du Denspack. J'adore ce principe-là. C'est un procédé qui fonctionne très bien, qui est très performant, comme tu as pu le tester chez toi. C'est combien de densité? 4 livres à 4,5 livres. La problématique qu'on a avec ça, c'est comme un peu tout le reste, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre fait que ça prend des contrôles pour s'assurer d'avoir une certaine densité. Les gens ne sont pas formés suffisamment pour le faire. Et Donc, vos employés le sont? chez nous, on l'est parce qu'on on a été formé dans le cadre du programme Isolation avec Jim Fitzgerald. En 1997? Oui, exactement. Exactement. Donc, on a gardé les techniques, l'outillage aussi, les mesures, les contrôles pour s'assurer de contenir un minimum de 4 livres toujours. Et donc, si un client préfère la cellulose, veut ça, vous faites leur maison, je sais pas, pour tant de pieds carrés, allez-vous faire combien de mesures à combien d'endroits? Bien, il y a plusieurs techniques de mesure. Un, on a des outils pour mesurer dans à peu près chaque montant. Et deux, on mesure aussi la quantité de matériel qui va rentrer dans une cavité avec son volume. OK, vous savez à l'avance. Exactement. Donc, on va mesurer, sachant qu'il y a rentré, exemple, 72 livres dans une cavité de 7 pieds cubes. On a une densité moyenne de 4,3, exemple, 4,3 de densité. Ça, c'est la moyenne. C'est quoi le maximum avant que ça éclate? Ça dépend tout le temps dans quoi on injecte, là, mais si c'est bien fait, puis que l'air peut sortir par rapport à l'ouverture, l'orifice où ce qu'on injecte, on peut facilement monter à 5 livres. Ah oui. Ouais. Puis la plupart des entrepreneurs qui mettent de la cellulose, ils mettent ça à quelle densité? Bien, moi, je dirais, souvent le jeu là-dedans, c'est que les manufacturiers simplifient la tâche en fournissant de nouveaux outils aux installateurs, puis ils vont injecter à de plus grandes distances, en disant que le matériel va se pousser puis il va descendre, exemple, à des distances de 2 mètres, 3 mètres d'injection. Moi, je ne crois pas à ça. Et c'est là qu'on arrive avec des densités dans certains endroits qui vont être 3 livres et moins. C'est là que c'est critique, en bas de 3 livres. La problématique, c'est que si vous en faites, exemple, dans un duplex, moi, je suis passé puis j'ai dit au propriétaire, on va faire 72 trous dans votre plafond. Un concurrent a passé puis il en faisait juste dans le passage puis il en fait 17. Vous comprenez que dans mon cas, on parle d'une rénovation du plafond, de retirer le plâtre et de repeindre par la suite, versus juste un passage. Fait que là, les gens vont vouloir aller vers un entrepreneur qui brise moins. Sauf qu'au niveau qualité, au niveau étanchéité, c'est pas dans leur intérêt. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue, c'était de faire de l'isolation. C'est ça. OK. Au niveau de la fibre de verre, Luc Muldermans, qui est le grand pionnier des maisons solaires passives, lui m'a dit il y a quelques années qu'il a toujours fait ses murs en fibre de verre et polystyrène, que le rapport qualité-prix, c'est encore très performant si l'étanchéité est assurée. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense pas que c'est difficile. Je dirais pas qu'il y a un système qui est pas bon dans le marché aujourd'hui. C'est toujours encore là, je me répète, la mise en œuvre de ça. La différence avec un système de polystyrène, c'est qu'il faut utiliser tout le système de gasket, exemple, qui est recommandé par Owens Corning pour assurer l'étanchéité à l'air. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien si c'est bien fait, si c'est bien installé. La laine de fibre de verre performe très bien aussi. Maintenant, elle est classée incombustible aussi. Donc, c'est un produit qui, qualité-prix, donne un très bon rendement. Sans formaldéhyde aussi, qui est recyclé. Hein. Exact. Mais si on parle écolo, les gens dans les isolants commerciaux que vous posez, est-ce que, si on vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus écolo?
Ça dépend si on le regarde sur une vision d'ensemble. Moi, pour moi, le plus écolo, c'est de diminuer la consommation énergétique au mètre carré. Donc, est-ce qu'on va avoir un compromis avec les matériaux, avec l'empreinte carbone, sur du court terme, avec une vision court terme, ou si on va penser à la pérennité du bâtiment sur 50 ans et son coût énergétique? Si c'est le cas, puis qu'on veut un isolant stupid-proof, un peu, c'est plate, mais la mousse d'uréthane va faire une maudite bonne job. À long terme, tu as plus confiance. Ah, ben c'est parce que l'ensemble de l'œuvre, on va avoir plus de facilité à assurer l'étanchéité. On a un par-air qui est 500 fois supérieur au code, on a un pare-vapeur, on a un super isolant thermique qui performe bien. On isole du côté extérieur de la structure, donc on n'a rien à l'intérieur. C'est l'étanchéité qui prime surtout, comme tu sais. Donc, au niveau du coût énergétique, c'est définitivement plus performant et plus facile à installer. Et quand est-ce qu'on mettrait la laine de roche? Ben, la laine de roche, quelqu'un qui veut s'auto-construire, qui veut participer à son projet, qui veut en exécuter une partie lui-même, je trouve que là, ça devient quelque chose d'intéressant parce qu'on peut la poser nous-mêmes. On peut aussi poser un isolant de polystyrène extrusé nous-mêmes avec le jeu de gasket au niveau d'étanchéité à l'air. Dans ces cas-là, je vois ça d'un bon œil. Maintenant, il y a beaucoup de paradigmes, si on peut dire, au niveau des isolants, de la fibre de roche et de l'uréthane, qu'on pense que c'est chimique, puis je pense que c'est propre à chacun de croire à ses valeurs, là. Moi, pour ma part, je regarde le résultat de l'équation au niveau de la consommation, au niveau du chauffage, au niveau de la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Moins il y a de fibres, mieux que c'est. La cellulose, ça fait beaucoup de poussière. Dans les entretoits, c'est terrible. Ouais. Puis lorsque vous avez à repasser dans un entretoit, repasser, exemple, des conduits, du fil et tout ça, on voit rien, c'est difficile. Le problème, c'est que les gens nous appellent pour poser la cellulose dans un entretoit. On rajoute de l'isolant thermique, puis ça va pas diminuer la consommation énergétique l'année d'ensuite, parce qu'en dessous, il peut y avoir une trappe d'accès qui n'est pas étanche, il y a des lumières encastrées qui ne sont pas étanches, il y a des drains, des évents qui ne sont pas étanches, il y a des cloisons même intérieures qui sont ouvertes avec l'entretoit qui ne sont pas étanches. On appelle dans notre jargon des bypass, donc des fuites d'air qui amènent un certain volume d'air chaud dans l'entretoit. Puis là, il faut retirer l'isolant. Bien oui, là, il faut retirer l'isolant. Fait que la première chose à faire, c'est pas de dire on va ajouter de l'isolant dans un entretoit parce que vous avez, exemple, une maison 1971 dans laquelle il y a seulement 89 mm, 3 pouces et demi. L'idée, c'est d'aller assurer l'étanchéité à l'air et à la vapeur en premier lieu avant d'ajouter quoi que ce soit. Sans rénovation, la thermographie pourrait identifier l'endroit où ça fuit dans l'entretoit? Une thermo combinée à l'infiltré. Expliquez-nous pourquoi. Bien, parce que dans un cas comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même utiliser un générateur de fumée. On va soit pressuriser ou dépressuriser le bâtiment, dépendamment de comment on veut le voir. Et puis, avec les générateurs de fumée, on va être capable de suivre les fuites d'air. Et puis, avec la thermo combinée à ça, bien, on va pouvoir voir les déperditions thermiques, les ponts thermiques, les résistances thermiques des murs. Et on va pouvoir voir aussi les changements de température au niveau des matériaux. Donc, on peut imaginer l'infiltration et l'exfiltration. Donc, ça prend l'infiltro pour suivre la fumée. Ça prend l'infiltro pour suivre la fumée. Puis c'est un jeu idéal parce que si on réussit à pressuriser suffisamment certains assemblages, on peut mesurer l'étanchéité des fenêtres. Mais c'est assez rare qu'on ne trouve pas quelque chose. Oui, c'est mieux qu'un test de boyau d'arrosage. Oui, par contre, si on a une fuite sur une fenêtre, on peut cibler une fenêtre en particulier, faire un assemblage de polyéthylène, dépressuriser la fenêtre seulement. Selon la norme, on va faire une dépressurisation qui peut aller jusqu'à moins 400 pascal, fait que c'est très violent. Et du côté extérieur, on peut installer des gicleurs, des boyaux, pour mesurer l'étanchéité à l'eau. Sauf que là, on risque d'envoyer de l'eau dans le mur. Oui, on risque d'envoyer de l'eau dans le mur, mais s'il y en a déjà, s'il y a déjà une infiltration, c'est une des façons de le trouver. Et avec la thermo, on peut le suivre. Dans un cas comme ça, on va voir la température de l'eau qui est plus froide. Ah, intéressant. Donc, sur des cas d'infiltration, on va combiner infiltro, thermo, test de fumée. Combien ça coûte pour une maison faire ces tests-là? Ça dépend beaucoup. Dans notre cas, souvent, on va l'intégrer dans un mandat global pour faire les travaux éventuellement, mais vous comprendrez que se déplacer avec un équipement comme ça, il faut être idéalement 2 personnes.
Puis comprendre Là, si on oublie le test d'eau, là, au début, juste infiltro ou moi, thermo. je dis un infiltro, une thermo, comprendre les plans d'architecture, comprendre le bâtiment, faire un petit rapport. C'est minimum une journée à 2 hommes. En bas de 1500 c'est bien difficile de faire quelque chose qui a du sens. OK. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui vous appellent pour le faire? Bien, souvent, les gens vont dire 1500 2000 2500 pour diagnostiquer un problème, c'est bien, bien cher. Mais si on n'a pas cette information-là, dans certains cas, c'est comme aller chez le médecin, se faire opérer sans avoir fait d'imagerie ou de radiographie, pas de diagnostic. Fait que le diagnostic, souvent, devient essentiel. Sinon, on court à droite, on fait n'importe quoi, puis on n'a pas mis le doigt sur le bobo, puis on ne règle pas le problème. Fait que faire des travaux pour ne pas régler le problème, dépenser 2 000 à 3 000 de réno, ça va tellement vite. Et à la fin, ça devient de l'argent gaspillé totalement.